Si on fait le calcul hypothétique que tu sois atteint du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est-ce que tu penses que ça va faire une différence de le savoir ? Alors je ne te promets pas que tu vas gagner en épanouissement et en accomplissement dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie de manière magique, mais en regardant les chiffres, tu vas voir que c'est possible de bien mieux vivre lorsqu'on est diagnostiqué TDAH, puisque c'est l'abréviation. Et c'est pour cette raison que je te propose de faire dans cette vidéo un test de dépistage mis au point par le psychiatre américain Ronald Kessler. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C., neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager parfois un certain mal-être. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger maintenant tout de suite une première formation offerte, tac, ça s'affiche ici, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo, tu as un petit triangle en bas à gauche sur lequel tu cliques si tu es sur smartphone et ça va dérouler la description. Et ou alors si tu es au format audio, c'est dans la description tout simplement, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, si tu veux faire le test maintenant, tout de suite, je te recommande d'aller au timing qui vient de s'afficher à l'écran. Tu as le timing exact à partir duquel le test débute. Mais si tu es un petit peu plus patient, je te recommande d'écouter mes explications avant de faire fausse route et de faire une mauvaise interprétation du dépistage. Parce que ce test, c'est un outil de dépistage et non pas de diagnostic. Donc, si les résultats indiquent un possible TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, eh bien, une évaluation par un clinicien ou un thérapeute entraîné est requise pour confirmer ou infirmer les diagnostics. Donc voilà, mise en garde faite, on peut continuer. Pourquoi je te parle de troubles du déficit de l'attention ? Parce qu'un certain nombre de hauts potentiels souffrent de ce qu'on appelle de comorbidité. La comorbidité, c'est la présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble primaire. Donc ici, on parle de personnes hauts potentiels qui sont sujettes au TDAH, ce qui rend difficile leur dépistage, autant d'un côté que de l'autre. Il faut savoir que 10 à 30% des hauts potentiels ont un TDAH. Donc quand même, c'est assez significatif. Et les études américaines montrent que 5 à 6% des enfants, de manière globale, pas uniquement les enfants qui sont précoces, 5 à 6% des enfants, soit environ en l'école un enfant par classe, seraient concernés par le trouble du déficit de l'attention. Donc, on en rencontre quand même assez souvent. Donc, le TDAH, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble neurodéveloppemental qui associe 3 dimensions cliniques. Ne t'inquiète pas, on ne va pas partir dans le truc trop compliqué, c'est juste pour que tu comprennes. Premièrement, première dimension, c'est l'inattention. La deuxième, c'est l'impulsivité. La troisième, c'est l'hyperactivité. Alors, dans l'inattention, c'est quoi ? Quels sont les symptômes ? Eh bien, il va y avoir une difficulté à maintenir son attention dans la durée, à sélectionner un objet, à sélectionner son objet d'attention sans se laisser distraire par des stimuli externes, du bruit, du son, de la lumière, etc. Dans le cas d'un enfant, par exemple, il va peut-être se retourner pour regarder derrière lui, pour savoir d'où viennent les bruits, ou il va regarder par la fenêtre, etc. Et quand on est adulte, c'est un petit peu la même chose. On va peut-être pas se retourner, mais on va être distrait mentalement par un bruit, une lumière, une couleur, un écran qui s'allume, etc. Il y a un déficit à maintenir son attention dans la durée. Deuxième domaine, c'est l'impulsivité. C'est une incapacité à attendre pour prendre la parole, par exemple, ou pour... Quand on doit faire quelque chose, de manière générale, on va être calme, on va attendre. Là, on a comme une barrière qu'on est obligé de franchir. Il y a une difficulté à gérer ses émotions et à garder son calme. Donc c'est très difficile de patienter, par exemple dans une file d'attente. La file d'attente de quelqu'un qui a un TDAH avec une forte impulsivité, il ne va pas supporter les files d'attente, il va même les fuir.
troisième dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension d'hyperactivité. Là, c'est pas dans tous les cas, mais elle y est aussi. C'est un besoin de bouger sans cesse. Vous voyez, c'est le genre de personne qui est sur une chaise, puis qui va sans arrêt bouger comme ça, ou qui va parler beaucoup, ou qui va faire des bruits, des titis comme ça, des voilà. La personne hyperactive ne tient pas en place, souvent parce qu'il ne peut pas rester concentré sur une tâche qu'il ne termine pas, et donc il passe comme ça d'une activité à une autre sans terminer aucune activité. Donc là, on peut se poser la question, et tu te poses sûrement la question, où est la limite entre une personne très active et un hyperactif qui est plutôt handicapé? Donc je vais t'expliquer. Le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, est un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes se manifestent durant l'enfance déjà, dans 3 dimensions cliniques, on l'a vu, l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Mais selon la classification du DSM-5, DSM-5 c'est le manuel qui classifie tous les problèmes comme ça psychologiques, eh bien il classe le TDAH dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux. Pour porter le diagnostic, eh bien le manuel dit que les symptômes doivent apparaître comme étant en excès déjà par rapport à l'âge chronologique. Donc c'est par exemple un enfant est certainement agité, les enfants sont un petit peu agités, mais par rapport à son âge, l'enfant se calme au fur et à mesure dans sa courbe d'évolution de l'âge, hein. Et donc si c'est totalement inadapté déjà, il y a un symptôme comme ça. Et si les symptômes sont présents depuis plus de 6 mois, donc si ça fait plus de 6 mois, notamment chez un enfant, que les symptômes sont présents, il y a un risque de TDAH. Chez l'adulte aussi. Donc si ça se manifeste aussi avant l'âge de 12 ans, et donc que c'est constaté dans 2 des situations, par exemple dans la vie normale à la maison et dans la vie scolaire, là aussi, il y a un risque de TDAH. Et à l'âge adulte, ces symptômes, s'ils sont présents depuis plus de 6 mois, peuvent être considérés pour des troubles de l'attention. C'est là où se situe la limite. Donc, le TDAH se présente sous 3 formes, pas 2 formes, 3 formes. La première, c'est mixte. Le sujet présente à la fois des critères d'inattention et d'hyperactivité et d'impulsivité. Ça, c'est la première. Deuxième forme, c'est l'inattention. Les symptômes d'inattention sont prédominants. Et la troisième forme, c'est hyperactif, impulsif. C'est-à-dire les symptômes d'hyperactivité, impulsivité sont prédominants. Donc c'est pour ça que parfois, c'est assez compliqué, parce qu'il n'y a pas tous les symptômes qui sont présents et qui se manifestent. Sachant ça, on sait qu'au niveau, il y a 3 niveaux de perturbations. Et surtout des perturbations au niveau cognitif qui là deviennent plus problématiques. Premier niveau, c'est au niveau de l'attention, au niveau attentionnel. Eh bien, l'attention sélective, la capacité à inhiber les distracteurs pour se focaliser sur une tâche déterminée, eh bien, la personne n'arrive pas à éliminer ces informations. D'habitude, on arrive à trier, là, elle n'arrive pas. Il y a aussi des problèmes pour l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à maintenir durablement son attention pour terminer une tâche. La personne qui a un trouble a du mal à terminer ses tâches. Il y a aussi une perturbation de l'attention partagée, c'est-à-dire la capacité à mener 2 tâches simultanément ou alternativement, hein, comme écouter et prendre des notes. Et ça, tout le monde peut écouter et prendre des notes. Eh bien, quelqu'un qui a un trouble du déficit d'attention va avoir du mal à la fois à écouter, prendre des notes, et puis il va perdre ce qu'il est en train de dire là, et puis il ne sait plus ce qu'il a écrit. Il y a un trouble au niveau attentionnel. Deuxième gros trouble, c'est au niveau de la mémoire. Ça, ce sont les conséquences du trouble au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire. Il va y avoir une difficulté, des difficultés même, à maintenir en mémoire de travail une information pendant que l'on en traite une autre, ce qu'on appelle la boucle phonologique, et que l'on cherche une autre en mémoire. Donc quand on fait, par exemple, on retient une série de chiffres, et puis il faut faire un calcul, en même temps je retiens la suite de chiffres et je la ressors, là il y a un problème de mémoire de travail. Il y a aussi des difficultés à donner du sens aux informations écrites ou orales de manière rapide, ce qui entraîne une lenteur et beaucoup d'efforts pour lire, par exemple. C'est-à-dire que la personne va réussir à lire,
mais elle n'arrive pas à modéliser, à synthétiser ce que veut dire au niveau de la compréhension le texte. Il y a aussi des difficultés à apprendre, d'autant que son attention est mauvaise. Donc la mémoire, au niveau de l'apprentissage, c'est compliqué. Troisième conséquence de ce trouble, c'est au niveau des fonctions exécutives. Il y a des difficultés pour organiser, hiérarchiser les informations qui sont reçues par les différents canaux, visuels, auditifs, sensitifs, olfactifs par la bouche, pardon, mais aussi. Donc il y a des difficultés pour organiser tout ça et hiérarchiser les informations. Donc il ne sait ni anticiper, ni projeter. Donc cette personne a du mal à résoudre des problèmes ou prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un qui va être tout le temps dans le doute, qui ne saura pas trop, qui hésite, parce qu'en fait, il y a un problème au niveau de ses fonctions exécutives, à tout modéliser, tout synthétiser pour prendre une décision. Donc, il reproduit souvent les mêmes erreurs et il n'apprend pas des erreurs du passé, par exemple. Et il a une forte tendance à être désorganisé et il a du mal à planifier. Donc, il faut savoir que il y a des troubles associés, c'est-à-dire que chez 50 à 80% des personnes, notamment les enfants qui ont des troubles de déficit de l'attention, sont associés d'autres troubles. Il y a des troubles de l'apprentissage, il y a des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression, parfois de l'opposition et de la provocation, donc des troubles de conduite. Donc tout ça peut être associé aux troubles du déficit de l'attention. Et les manifestations secondaires aux difficultés engendrées par le TDAH, c'est qu'il y a une faible estime de soi. On a traité toutes les informations exécutives qui sont problématiques, et là il y a de manière sous-jacente d'autres problématiques, c'est une faible estime de soi, des problèmes affectifs, la négation de sa propre responsabilité, une difficulté à évaluer le danger parfois. Il y a aussi une alternance entre inhibition et désinhibition, des conflits avec les personnes autour de lui, une lenteur d'exécution, ça arrive souvent aussi, et il y a parfois même un retrait social. Donc on voit que ce trouble du déficit de l'attention peut aller très loin. Il y a les premiers symptômes qui sont relativement simples, mais on peut aller dans des manifestations secondaires qui sont beaucoup plus problématiques. Donc, maintenant que tu sais ça, on va voir les problèmes encore que ça peut poser, parce que il y a des caractéristiques communes entre le haut potentiel et le TDAH qui rendent difficile justement le diagnostic. Par exemple, dans les symptômes communs entre le haut potentiel et le TDAH, c'est qu'il y a par exemple, premièrement, un désintérêt pour les tâches répétitives. Il y a aussi, dans les deux cas, un refus des consignes. Dans les deux cas aussi, il y a une intolérance à l'ennui. Chez le haut potentiel et chez le TDAH, il y a une grande sensibilité au rejet, à la réprimande, à l'échec aussi. Il y a aussi de manière identique des deux côtés, des années scolaires qui sont fluctuantes. Il y a des hauts, des bas, ça ne marche jamais de manière très régulière, même dans la vie, au travail plus tard. Il y a aussi un fort sentiment d'injustice chez les deux. Il y a aussi des problèmes secondaires comme l'incompréhension de l'entourage, l'isolement social, la démotivation, la perte d'estime de soi, l'échec scolaire, qui sont des problématiques communes au potentiel et au TDAH. C'est pour ça que c'est difficile à diagnostiquer. Mais heureusement, il y a aussi des différences qui vont séparer les deux. Première différence, c'est que l'hyperactivité, elle est focalisée et dirigée chez le haut potentiel, intellectuel ou émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va être focalisée. Ce n'est pas quelque chose d'une hyperactivité qui part dans tous les sens, c'est une hyperactivité dans un domaine bien particulier. La pensée en arborescence, c'est en arborescence, mais elle est organisée chez le HPI. Il y a des idées qui se succèdent et qui s'enchevêtrent chez le TDAH. Donc le HPI a une pensée arborescente, mais somme toute organisée. Le TDAH, ça s'enchevêtre, ça part dans tous les sens, et en fait, il n'arrive pas à faire le point là-dessus. Chez le haut potentiel, par exemple, il est distrait, mais c'est une distraction transitoire. Il n'est pas tout le temps distrait. Quand il y a quelque chose qui l'intéresse, il est hyper focus. Le TDAH, non. Le haut potentiel, par exemple, termine ce qu'il a commencé. Le TDAH a beaucoup de mal à terminer ce qu'il a commencé. Le haut potentiel, par exemple, a des réponses parfois impulsives, parfois un petit peu bizarres, mais elles sont correctes chez le haut potentiel. Chez les personnes qui ont un trouble du déficit d'attention, parfois, les réponses sont impulsives, mais les réponses ne sont pas correctes. C'est-à-dire que le HPI se trompe beaucoup moins que le TDAH.
Donc tu vois qu'il y a quand même des différences entre le haut potentiel et le HPI. Alors, maintenant il y a une question qui se pose. Est-ce que l'association haut potentiel intellectuel plus trouble du déficit de l'attention, c'est un avantage ou un inconvénient? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on trouvait aux alentours de 30% de haut potentiel qui avaient le TDAH. Alors oui, il y a certains avantages, il y a certains inconvénients. Au niveau des avantages, il y a une capacité plus importante d'auto-évaluation. C'est-à-dire que la personne va réussir, quand elle est haut potentiel et TDAH, à s'auto-évaluer, se comprendre elle-même, avoir une sorte de métacognition. Il y a aussi des moyens de compensation supplémentaires grâce au HPI. Il y a une meilleure adaptation. Le haut potentiel intellectuel qui a un TDAH va réussir à beaucoup mieux s'adapter qu'une personne normale qui a un TDAH. Il y a aussi une approbation plus rapide des règles de convention sociale quand il y a le HPI associé au TDAH. Parce que l'HPI, encore une fois, ça va l'aider d'être HPI ou HPE. Et il y a aussi, bien sûr, un apprentissage plus rapide quand il y a HPI et TDAH, parce que le TDAH freine l'apprentissage, mais le HPI va trouver justement un moyen de contrecarrer ces problèmes-là. Au niveau des inconvénients d'avoir cette double problématique, c'est la nécessité d'une formation et d'un soutien plus spécifique, par exemple des parents, si c'est un enfant, ou alors si c'est un adulte, la nécessité de prendre en compte ça de manière très pragmatique, en apprenant à soulager son TDAH. Il y a aussi c'est une importance cruciale de la coopération, par exemple, toujours chez les enfants, avec le corps enseignant. Ça, c'est un des inconvénients, c'est-à-dire un aménagement pédagogique tant sur le plan de la méthodologie que sur les contenus. Et il y a aussi la problématique d'un profil doublement atypique qui complexifie les relations interpersonnelles et l'adaptation à l'environnement. Et ça, c'est le problème quand il y a HPI et TDAH. Donc, ce sont donc plutôt à des problèmes d'attention que l'adulte va devoir se confronter, particulièrement dans les tâches professionnelles, la lecture, la rédaction, la tenue de réunions, etc. La procrastination, la tendance à se lancer sans cesse dans de nouvelles tâches et à ne jamais les finir. Et tout ça, ça s'observe chez l'adulte. Grosse problématique. Donc le diagnostic du TDAH chez l'adulte, ça s'articule autour de 3 axes. Il y a un diagnostic rétrospectif qui tend à valider a posteriori la présence d'un trouble dès l'enfance. C'est une évaluation au moyen des échelles disponibles, entre autres le questionnaire de Conners, CO2N-ERS, et enfin l'écoute et le recueil des mots du patient. Je suis tout le temps pressé, j'y arrive pas, etc., etc. Et grâce à ça, on va pouvoir diagnostiquer le TDAH. L'adulte TDAH s'exposera beaucoup plus dans sa vie professionnelle, par exemple au risque de licenciement. De même que l'adulte TDAH sera plus fréquemment concerné par la consommation de tabac, par exemple, l'abus de substances ou toute autre forme de conduite addictive, l'excès de vitesse ou l'alcoolisation lors de la conduite. En définitive, mieux que la dépression, le TDAH chez l'adulte apparaît fréquemment masqué. D'où la nécessité d'examiner les liens qu'il entretient avec d'autres troubles tels que la dépression. Ça peut aussi être des troubles de l'humeur, les troubles bipolaires ou des troubles de sommeil. Et donc, en présence de ces comorbidités, il faut faire attention de prendre en compte, dans un premier temps, le trouble initial. Éliminer le trouble initial et après travailler sur le trouble secondaire. Donc, diagnostiquer un TDAH chez l'adulte est une tâche très complexe. La première consultation peut être source de mécontentement parce que le résultat n'est pas immédiat et les patients comprennent souvent mal qu'il faille tant de temps pour établir le diagnostic et étudier justement les comorbidités. Donc ce diagnostic est essentiel pour les personnes qui en sont sujettes et ils attendent beaucoup, notamment une écoute spécifique, une meilleure compréhension de l'entourage ainsi qu'une meilleure compréhension du parcours si c'est le cas d'un enfant, de l'aide, du soutien, des échanges avec des personnes ayant les mêmes difficultés, des informations de rééducation, des thérapies pour apprendre à se structurer. Et donc ces personnes-là espèrent regagner une meilleure estime d'eux-mêmes et retrouver une vie sociale et familiale plus harmonieuse.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un dépistage du trouble TDAH. Donc je te recommande de mettre la vidéo sur pause, de prendre un papier, un stylo, et tu vas répondre aux questions, et tu vas voir si tu corresponds à ces questions. Ça va peut-être te mettre sur la piste. Donc, la vidéo est sur pause, tu as pris ton papier, ton stylo, on repart, je vais te poser une série de questions, une série de 18 questions, et tu vas bien noter à chaque fois le numéro de la question, et tu vas noter à côté la réponse. Donc, première question, question numéro 1. As-tu des difficultés à finaliser les derniers détails d'un projet une fois que le plus intéressant a été fait? Tu notes 1 si c'est oui, 0 pour non. 1 pour oui, 0 pour non. Donc, as-tu des difficultés à finaliser les derniers détails? S'il te faut du temps pour répondre, tu mets la vidéo sur pause. Deuxième question. As-tu des difficultés à mettre les choses en ordre lorsque tu dois faire un travail qui demande une certaine organisation? 1 pour oui, 0 pour non. Troisième question. As-tu des difficultés pour te souvenir de tes rendez-vous ou de tes engagements? Tu réponds 1 pour oui, 0 pour non. Quatrième question. As-tu tendance à éviter ou à remettre à plus tard un travail qui demande beaucoup de réflexion, de côté cognition? 1 pour oui, 0 pour non. Cinquième question. As-tu la bougeotte ou est-ce que tu t'agites au niveau des mains, des pieds, lorsque tu dois rester assis pendant un long moment? 1 pour oui, 0 pour non. Sixième question. Est-ce que tu te sens trop actif ou obligé de faire des choses comme si tu étais actionné par un moteur qui te tire sans arrêt? 1 pour oui, 0 pour non. Septième question. Fais-tu des erreurs d'étourderie lorsque tu travailles sur un projet ennuyeux et difficile? 1 pour oui, 0 pour non. Huitième question. As-tu des difficultés à rester attentif lorsque tu fais un travail ennuyeux ou répétitif? 1 pour oui, 0 pour non. Neuvième question. As-tu des difficultés à te concentrer sur ce que les gens te disent, même lorsqu'ils te parlent directement? 1 pour oui, 0 pour non. Dixième question. As-tu tendance à égarer ou est-ce que tu as du mal à retrouver des choses à la maison ou au travail? 1 pour oui, 0 pour non. Onzième question. Es-tu distrait par de l'activité ou du bruit autour de toi? 1 pour oui, 0 pour non. 12e question. Est-ce que tu te lèves pendant des réunions ou d'autres situations dans lesquelles tu es censé rester assis? 1 pour oui, 0 pour non. 13e question. As-tu la bougeotte ou te sens-tu tout le temps agité? 1 pour oui, 0 pour non. 14e question. As-tu des difficultés à te détendre ou à te relaxer pendant ton temps libre? 1 pour oui, 0 pour non. 15e question. As-tu remarqué que tu étais trop bavard lorsque tu étais en compagnie d'autres personnes? Tu parles un petit peu trop. 1 pour oui, 0 pour non. 16e question. Est-ce que tu te surprends à terminer les phrases des autres dans une discussion avant qu'ils aient pu le faire eux-mêmes? 1 pour oui, 0 pour non. 17e question. As-tu des difficultés à attendre ton tour dans une file d'attente? 1 pour oui, 0 pour non. 18e et dernière question. Est-ce que tu interromps les autres lorsqu'ils sont occupés? C'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas t'empêcher, lorsque quelqu'un travaille, c'est pas grave, tu as quand même de lui dire excuse-moi, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu interromps les autres lorsqu'ils sont occupés? 1 pour 0. 1 pour oui, 0 pour non. Maintenant que tu as fait toutes les réponses, tu vas prendre les 6 premières questions, questions 1 à 6, et tu vas faire le total de ces 6 premières questions. Donc question 1 à 6, tu tires un trait et tu fais le total des 6 premières questions. Et ensuite, sur les questions suivantes, questions 7 à 18, tu vas faire aussi un second score. Donc tu vas te retrouver avec 2 scores. Un score pour les 6 premières questions et un score pour les questions suivantes. Donc, mets la vidéo sur pause, fais le score. Voilà, maintenant c'est fait. Donc, au niveau des 6 premières questions, si tu as un score de 4,
4 ou plus que 4, ça indique des symptômes très évocateurs du trouble de déficit de l'attention avec de l'hyperactivité ou pas. Donc 4 ou plus, c'est très symptomatique. Donc on se sert principalement de ces 6 premières questions. Maintenant, si tu es à la limite, si tu as un score de 3, de 4, tu te dis bon, je suis dans la moyenne haute, bon, on va prendre les réponses aux prochaines questions. Donc dans la deuxième partie, si tu as un score de plus de 5, dans la deuxième partie des questions, là c'est aussi très évocateur de troubles du déficit de l'attention. Donc tu as la première partie, 4 ou plus, c'est très symptomatique. Si tu as un doute, tu prends la deuxième partie. Et si tu as un score de plus de 5, là c'est très évocateur. Ça confirme le fait que tu as potentiellement un trouble du déficit de l'attention. Donc, en prenant ça en compte maintenant, si tu le sais, si vraiment tu es largement au-dessus de 4 ou tu as 4 ou plus de 5 dans la deuxième partie des questions, bien là, je te recommande de prendre contact avec un thérapeute, avec un psychologue qui va t'aider à vraiment avoir un diagnostic précis et ferme sur ton trouble du déficit de l'attention, si c'en est vraiment un. Ce dont tu as vraiment besoin, si c'est ton cas, eh bien, je vais te donner quelques astuces, si c'est ton cas, pour mieux faire face à ça. Premièrement, si tu as un trouble de déficit d'attention, il faut éviter les distractions. Alors, je parle des distractions quand tu es en mode vacances, mais si par exemple tu te mets à travailler ou que tu dois faire quelque chose, où tu as besoin d'avoir du focus, évite toutes les sources de distraction. Si tu es TDAH, ne va pas travailler dans un bar ou un café ou un coworking, parce que là, les distractions, il y en a de partout. Ou si tu travailles sur ton ordinateur, coupe toutes les notifications, le téléphone, etc. Tout ça, évite d'avoir une fenêtre ouverte. Donc, évite les distractions. Deuxième conseil, segmente les tâches en éléments successifs. C'est-à-dire, ne me dis pas, tiens, il faut que par exemple, que je rende cette dissertation, si c'est dans le cas scolaire, mais pour que tu vois bien ce que c'est, je dois rendre cette dissertation, mais je vais le dérouler en différents éléments successifs. Ok, d'abord je vais travailler sur l'introduction, après je vais travailler sur le développement, après je vais travailler sur la conclusion, mais pas tout d'un coup parce que sinon tu vas t'y perdre en fait. Deuxième conseil, segmenter les tâches. Troisième conseil, donner les consignes une à une et les fragmenter lorsqu'elles sont longues. Si par exemple quelqu'un te donne des consignes ou qu'on te demande de faire quelque chose, eh bien, dis attends, excuse-moi, est-ce que tu peux me réexpliquer, mais vraiment étape par étape, ce que tu veux que je fasse? C'est quoi les consignes étape par étape? Si c'est par exemple, vas-y, fabrique-moi une charlotte à la fraise, quelles sont les étapes? Parce que moi, je vais m'y perdre sinon. Ok, bon, réexplique-moi. Au début, tu vas prendre les ingrédients, tu vas peser 100 grammes de ça, etc. Tu demandes les étapes successives, comme ça. Troisième conseil. Quatrième, faire bien reformuler la consigne, parce que parfois, le TDAH a du mal à tout saisir. Donc si on te dit par exemple, alors maintenant il faut nous préparer un dossier qui va récupérer tout le chiffre d'affaires de ce mois-ci et ventiller par rapport aux clients qui sont les plus fidèles. Là tu vas dire, attends, ok, bon, il m'a demandé ça, est-ce que tu peux reformuler une deuxième fois ta demande? Comme ça je serai sûr que ce soit vraiment le cas. Comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Et dernier conseil, c'est écrire les consignes par écrit. Même si c'est un élève, un enfant, de bien prendre par écrit les notes. C'est un adulte aussi, prendre tout ce qu'on dit par note pour pouvoir relire et bien s'imprégner de ce qui a été dit, ne pas avoir des confusions après quand on se rappelle en tant que TDAH. Donc, écrire les consignes par écrit, c'est le dernier conseil. Donc, je résume, éviter les distractions, segmenter les tâches, donner les consignes une à une, faire reformuler les consignes et écrire les consignes par écrit. Ça va beaucoup t'aider si tu as atteint un trouble de TDAH. J'espère que ça t'aura aidé, au moins ça t'aura éclairé. Et félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, d'avoir tout écouté, parce qu'elle est effectivement un petit peu longue, puisqu'elle fait presque une demi-heure. Elle fait une demi-heure d'ailleurs, mais voilà, j'ai voulu tout te donner pour que tu sois au clair sur ce trouble du déficit de l'attention, notamment si tu es au potentiel. Mets un petit like à cette vidéo, tu mets un petit like, tu cliques dessus, ça ne demande pas d'engagement, mais ça flatte l'algorithme de YouTube et ça dit à YouTube que cette vidéo est intéressante et ça l'aide à promouvoir la vidéo pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Mets un commentaire parce que je les lis tous, pense vraiment à t'abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. C'est dommage parce que tu vas rater peut-être une vidéo qui est très intéressante, qui pourrait t'aider. Donc abonne-toi, active la petite cloche parce que sinon tu ne verras pas la notification.
Et comme ça, tu auras toutes les vidéos de conseils à portée de main. Je te dis encore une fois merci et à très vite pour la prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.